Salut les petits loupards. Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre, qui va être une sortie du cadre, certes, mais un peu différente cette fois-ci. Oui, effectivement, si aujourd'hui on voyage avec notre pick-up cellule, ça n'a pas toujours été le cas. Donc on va un peu vous raconter le top 10 de nos anecdotes ou de nos galères avec ou sans nos enfants pendant nos voyages. Voyage précédent, oui. Décembre 2019, on a décidé d'aller passer toute la famille, donc nous 5, à Noël à Rovaniemi, là où il y a le fameux village du Père Noël. Et alors il se trouve que c'était vraiment sympa parce que c'était l'occasion de regrouper un peu toute la famille, parce que on est un peu tous dispatchés, notamment notre fils qui fait des études en Belgique et qui nous a retrouvés à Paris au moment du décollage pour prendre l'avion. Donc le vol se passe bien et puis on arrive enfin en Finlande, à Rovaniemi. Et puis, à la douane. À la douane. Et donc à un moment, il y a une douanière qui ouvre le sac de notre fils et qui commence à l'emmener à côté, à lui parler et tout ça. Donc moi je m'approche et mon fils n'arrêtait pas de me dire « mais t'inquiète pas maman, ça va aller ». Voilà. Et puis en fait, il ne souhaitait pas que tu t'approches. Voilà, il ne souhaitait pas que je m'approche, donc je trouvais ça un peu bizarre. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que c'est que ça? Bref, donc on attend un petit peu plus loin, on remballe nos ceintures, nos trucs, parce que faut tout enlever. Et puis c'est vrai qu'on voyait toujours notre fils avec ses douaniers, et puis visiblement ça discutait sec, quoi. Ouais. On ne comprenait pas. Bon, et puis à un moment, il le lâche, tout se passe bien. Et en fait, le jour de Noël… Voilà, on n'a pas compris. On n'a pas compris, et il n'a pas voulu nous dire. Voilà. Et puis, donc le jour de Noël, on s'offre nos cadeaux, tout ça. Et en fait, là, notre fils nous explique ce qui s'était passé en fait à la douane. C'est que, comme il habite en Belgique, je lui avais dit, est-ce que tu pourrais me ramener du sucre pour pouvoir faire des gaufres? Parce que c'est un sucre particulier. Et donc, il m'avait acheté 1 kilo de sucre et pour faire un gag, il avait fait un paquet cadeau pour me l'offrir à Noël. Et donc, quand la douanière a vu ça, le sucre, le truc, le machin, bref, c'est pourquoi, tonton, pourquoi tu tousses, quoi, pour ceux qui connaissent la référence. Donc, c'est pour ça qu'il a été arrêté, parce que il ne savait pas bien. Donc, il est obligé d'expliquer. Enfin, bref, donc, on a trouvé ça. C'est vrai qu'à la fin, on avait vu quand même que les douaniers s'étaient détendus, quoi, à la fin, puis ils souriaient. Donc, voilà. je pense que c'était suite à son explication. Voilà, mais bon. Moralité, c'est un trafiquant de sucre. Mais bon, ça nous a bien fait rire. Voilà. Alors, nous sommes au printemps 84. Nous partons pour quelques jours à Moscou. Et puis, dans la foulée, nous allons en Ouzbékistan. En Ouzbékistan. C'est ça. Alors, petite parenthèse historique, il faut savoir qu'à cette époque, l'Ouzbékistan n'est pas du tout une république indépendante. L'URSS existe encore et c'est une république de l'URSS. Donc en fait, on est toujours en URSS. En URSS, oui. Donc on fait ce voyage, là encore qui se déroule bien. L'Ouzbékistan est un pays magique, c'est vraiment extraordinaire. Un super beau pays. On a vu des trucs fabuleux, quoi, bref. Toujours est-il qu'à un moment, sur un marché dans une petite ville dont je ne me rappelle plus le nom, il y a des étalages, puis les gens vendent leurs différents produits, et puis nous on se balade au milieu des étalages, et comme on est quand même au printemps et qu'il fait très froid en Ouzbékistan, on est bien vêtu, et moi j'ai sur moi un gros blouson bombardier de l'armée américaine, et comme il y a du soleil, j'ai des lunettes de soleil, des Ray-Ban. Donc en fait, j'ai pour tous ces gens le look de l'américain parfait, alors que non, je ne suis pas américain. Donc ils nous regardent un peu drôle, mais bon, on se balade dans ce marché, ça se passe pas trop mal. Et puis à un moment, je me penche pour regarder quelque chose sur un étalage, je m'appuie dessus et tout l'étalage s'effondre. L'horreur. L'horreur, le truc entier se déglingue. Là, vraiment, on se sent très mal d'ailleurs. Et là, effectivement, d'un seul coup, les regards qui n'étaient pas vraiment bienveillants deviennent pratiquement hostiles. Des gens m'encerclent. Je me sens vraiment très très mal. Moi aussi, par la même occasion. Et puis, j'essaye de baragouiner 3-4 mots, mais les gens ne comprennent rien. Et à un moment, je sors le mot extraordinaire. Le mot magique. Le mot magique. Je dis Paris.
Et là, les gens me regardent et je dis, je suis français, Paris. Je ne sais pas s'ils ont compris français, mais Paris, ils ont compris. Ils ont compris qu'en fait, on n'était pas américains, mais des bons français. Et là, d'un seul coup, tout est rentré dans l'ordre. Ça n'a plus été que des sourires. Ils ont été adorables. Des gentillesses. Comme quoi, c'est curieux en fonction de la carte d'identité. Surtout à cette époque. Surtout à cette époque, on est plus ou moins bien reçu. Mais bon, ça reste un bon souvenir, mais sur le moment... On a eu un peu peur quand même. Sur le moment, on a eu un peu peur. Alors, mai 2015, là, on part en Corée rejoindre notre fille qui y habite depuis déjà quelques mois. Donc, à Séoul. À Séoul, exactement. Donc, on décide de louer une voiture et de faire le tour de la Corée avec elle. Voilà. Donc le voyage se déroule bien, on découvre ce pays, une nouvelle culture pour nous. Ouais. Et puis un jour, on passe une nuit dans un hôtel au fin fond de la Corée, un joli hôtel d'ailleurs, qui était très sympa. Et le matin, je vais pour payer, je donne ma carte bancaire, et là, la carte bancaire ne fonctionne pas. Alors là, on était un peu mal, d'autant plus que bêtement, on n'en avait pris qu'une. Impossible de payer. Donc il essaye quand même sur un autre terminal. Le type assez gentil au départ, essaye sur un autre terminal, ça ne fonctionne pas. En plus, il y a quand même la barrière de la langue, parce que nous, on ne parle pas coréen. Eux ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas anglais non plus. Le truc s'envenime pas franchement, mais il n'était pas satisfait. Je pense qu'il commençait à nous regarder un peu de travers. Un peu de travers, jusqu'à un moment même où il a commencé à évoquer l'arrivée de la police. Donc on n'était pas très très bien. Et à ce moment-là, notre fille qui était restée dans la chambre descend, et là elle nous a sauvés, parce que pour tout vous dire, elle se débrouille très bien en coréen, elle parle bien coréen. Et puis surtout, elle avait, un compte en Corée. Donc elle a pu régler notre chambre et on a pu partir. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Tout simplement, on était parti faire ce voyage sans avertir notre banque, qui purement et simplement et sans sommation avait bloqué notre carte. Donc, moralité, prévenez votre banque quand vous partez à l'étranger. Ils pensaient tout simplement qu'il y avait des opérations frauduleuses qui se passaient sur notre carte. Donc nous, en fait, ça nous a servi de leçon, effectivement. Alors je vous dis pas, avec le décalage horaire, arriver à joindre la banque en France, ça n'a pas été triste non plus. Compliqué. Mais bon, s'il n'y avait pas eu notre fille, son vocabulaire coréen et son compte coréen, on serait peut-être en ce moment dans une geôle coréenne. En prison. Donc là maintenant on passe à l'année 2000 et en Italie, plus précisément à Venise. On était parti quelques jours, un grand week-end sur Venise, et on avait pris un abonnement Vaporetto. Le Vaporetto, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ces petits bateaux taxis qui se baladent dans les canaux de Venise. Donc on avait pris un abonnement, je ne sais plus, pour 48 heures de Vaporetto pour pouvoir se balader dans les différents coins de Venise. Le dernier jour arrive, on reprend un Vaporetto pour retourner vers la place Saint-Marc, et alors qu'on n'avait jamais été contrôlé par aucun contrôleur pendant toute la durée de notre séjour, là, à la sortie du bateau, un contrôleur nous alpague et nous demande nos billets. Et ce qu'on ne savait pas, nous on avait pensé qu'on avait acheté un abonnement pour 2 jours, mais en fait c'était bel et bien 48 heures, d'heure à heure, et notre abonnement venait de se terminer peut-être 1 heure avant. Donc on était sans le savoir en fraude. Donc le type commence à nous alpaguer, commence à nous parler de procès, de PV. Oui, alors moi en plus je parle couramment l'italien, mais là on s'est mis d'accord en se disant on va surtout pas dire que je parle italien, donc on va faire un petit peu les innocents, on comprend pas. Toujours est-il que là, un type se pointe et commence à se brancher avec le contrôleur. Voilà, et alors d'après ce que je comprenais, parce que je le comprends très bien aussi, donc il disait laissez-les tranquilles, c'est des touristes, ils sont gentils. Enfin bref, il commençait vraiment à être très, très violent avec la police. Oui, et puis vraiment très virulent. Oui, vraiment. Donc du coup, la police nous a embarqués au poste. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a eu le contrôleur, mais la police est arrivée quand même. Oui. Donc la police nous a embarqués au poste. Et puis là, on nous a expliqué en fait que s'ils nous ont embarqués au poste, c'est parce qu'ils avaient été justement agressés verbalement par ce monsieur, et nous on ne savait pas, en fait c'était un peu
l'idiot de la ville. Ouais. Et, en fait, il était coutumier du fait. Voilà. Hein. Dès qu'il y avait des touristes, surtout des touristes et blondes, il était toujours un petit peu... Il était toujours un peu là. Hein. Voilà. Et en fait, si la police nous a emmenés au commissariat, c'est non pas pour nous verbaliser, mais carrément pour nous faire... pour nous, comment dire, Ben oui, pour nous sauver de cet homme. Donc ils nous ont fait d'ailleurs sortir par une porte dérobée, une espèce de sortie de secours. Et ils nous ont dit, vous faites surtout attention qu'ils ne vous suivent plus parce que en fait on ne s'était pas rendu compte, mais cet homme nous suivait. Non, voilà, donc même à Venise, il y a des détraqués. Et là, on a été sauvés par la police. Mais on n'a quand même pas été verbalisé de ne pas avoir payé parce qu'on leur a fait comprendre que, bah, effectivement, là, pour le coup, on avait été un peu naïfs. On pensait que nos tickets étaient encore valables. 2017, aux États-Unis. On avait loué une moto, en l'occurrence une Harley Davidson, et on voulait faire un beau tour en moto. Dès le premier jour, on part sur une longue distance et puis moi j'essaye de me familiariser un petit peu avec non pas le maniement de la moto mais surtout le maniement de l'ordinateur de bord de la moto et on commence à traverser des décors extraordinaires dans une sorte de désert absolu. Et puis au bout de quelques heures de route, je comprends enfin tout le fonctionnement de la chose. Et je m'aperçois qu'on n'aura jamais assez d'essence pour atteindre notre étape. Bon, bah, on se dit, bon, on va peut-être bien trouver quelque chose sur notre route. Et puis, bah non, hein, c'était continuellement du désert. Alors si, il y a bien eu un moment où il y a on y a cru. On y a cru. Dans un espèce de petit village paumé, quoi, à un mot plutôt. Il y avait une station-service, manque de bol, elle était hors service depuis bien des années. Quoi, toujours est-il que donc on continue notre chemin et je rappelle qu'on était en plein désert et qu'il commençait à faire une chaleur à crever. Hein. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est sûr, on n'arrivera jamais jusqu'à la prochaine ville. Donc j'ai commencé à rouler de moins en moins vite pour essayer d'économiser de l'essence. Hein. Et puis à un moment, comme par magie, au milieu de ce désert qui était totalement aride, on découvre une sorte d'aire de stationnement ou de repos bien verdoyante avec des petites baraques où on pouvait se mettre à l'ombre du soleil, mais pas de station, mais pas de station-service. Donc on s'arrête, on se dit tant qu'à faire de tomber en panne, autant tomber dans un lieu où on peut s'abriter du soleil. Et puis on va essayer d'interpeller les différentes personnes qui peuvent s'arrêter sur cette aire pour leur demander s'ils n'ont pas un peu de carburant à nous donner. Donc c'est ce qu'on fait, mais malheureusement la plupart des gens roulaient au gasoil, nous on était avec de l'essence, bref personne ne pouvait nous dépanner. Et puis à un moment, il y a un couple assez sympa qui vient nous... On va les voir, on leur explique notre problème, ils nous disent que c'est... Dans un premier temps ils nous disent non, et puis rapidement ils reviennent vers nous, puis ils nous disent bah si en fait on va vous aider, on termine de manger, puis après on vous aide. Donc effectivement qui fut dit fut fait, le monsieur est venu nous revoir quelques temps après, il nous a proposé de nous emmener à la ville prochaine, qui est à peu près une cinquantaine de kilomètres, pour aller chercher du carburant. Donc Patricia est restée avec la moto. Je rappelle que c'était une Harley, elle était quasiment neuve, donc un machin qui valait vraiment bonbon, donc on ne voulait pas le laisser tout seul. Surtout pas. Hein. Donc Patricia est restée seule avec la moto et moi je suis parti avec ces gens dans une espèce de... un peu un pick-up. C'était un pick-up cellule, magnifique d'ailleurs. Magnifique d'ailleurs. Superbe. Et puis pendant le chemin, on commence à faire un petit peu la conversation. Hein. Et il s'avère que ces gens en fait retournaient carrément à rebrousse chemin pour nous rendre service parce qu'en fait ils venaient déjà de cette ville. Hein. Donc pour la faire simple, ils ont fait 100 km aller-retour pour juste qu'un petit Français qui ne sait pas lire une jauge d'essence puisse mettre une dizaine de litres dans une moto de location. Hein. Alors par contre, moi j'ai l'anecdote de l'anecdote. Donc pendant que j'attendais, j'étais avec mon bouquin à l'ombre sous le petit cabanon et puis à un moment je percute et là je me dis la moto est béquillée dans du goudron, il fait une chaleur épouvantable et là je cours vers la moto et je me rends compte que la béquille en fait est en train de s'enfoncer dans le goudron qui est en train de fondre et là je me sens vraiment seule au monde. Donc je me mets en quête de trouver une planche ou une pierre plate, enfin un truc. En plus on était moitié dans le désert, moi j'ai peur des serpents donc j'étais pas très à l'aise. Bref, je trouve la pierre plate qu'il fallait, donc en nickel. Fait, une pierre plate pour pouvoir glisser sous la béquille, pour faire un peu plus de surface. Voilà, donc voilà, je trouve ma pierre mais je trouve personne pour essayer
de soulever un petit peu la béquille de la moto parce que moi, voilà quoi, la moto pèse plus de 400 kilos. Et puis du coup, comme dans toutes les galères, il y a toujours une solution. À un moment, des gens s'arrêtent et là je me dis, je vais leur expliquer avec mon jargon, les mains, les pieds, je vais leur expliquer ce qui se passe. Et puis donc j'essaye de sortir mon anglais et tout, et à ce moment-là, donc c'est un couple avec 2 jeunes enfants qui s'arrêtent, donc je commence à leur expliquer, et là on me dit arrêtez-vous, on est français. C'était des gens qui venaient de Toulon, donc voilà. Le problème c'est que lui n'avait jamais fait de moto, la moto était lourde, je lui dis mais c'est pas grave, juste vous la chevauchez, vous l'inclinez un peu, le temps que je glisse ma jolie pierre sous la béquille pour voilà. Et c'est ce qu'on a fait, donc je les ai hyper remerciés. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, dans toute galère, il y a toujours effectivement le petit truc qui arrive, quoi, le miracle. Alors nous sommes en 2015 sur un week-end prolongé à Barcelone. Donc on prend l'avion et puis on fait notre petite visite de Barcelone. D'ailleurs c'est magnifique. C'est une ville sympa. Ouais. Pendant 4 jours, voilà. Et puis le terme du voyage arrive, donc le matin du dernier jour, on prend le bus pour nous emmener à l'aéroport, on rentre dans l'aéroport, on commence à regarder les trucs de départ, etc. Et là, on ne comprend pas bien parce qu'on ne voit pas notre vol affiché nulle part. Et là, on commence à vraiment s'interroger. Et là, il est peut-être 1 heure avant le départ, normalement il devrait être affiché, donc on se rend au bureau de la compagnie et on leur demande ce qui se passe, pourquoi le vol n'est pas affiché, parce qu'il n'est même pas noté qu'il était en retard, il n'y a rien d'affiché du tout. Et là on nous dit, le vol est annulé, il n'existe plus. Donc là on tombe des nues. On était ravis parce qu'on travaillait tous les 2 le lendemain quand même. Le lendemain on devait reprendre le boulot. Donc on ne comprend pas, on se branche pas. C'est pas qu'on se branche, on commence à s'expliquer un petit peu avec la compagnie. La compagnie, compagnie qui nous dit mais c'est pas avec nous qu'il faut vous trouver une solution, c'est avec Expedia. Parce qu'effectivement ce qu'on vous a pas dit, c'est que comme c'était un court week-end, on avait pris un package vol plus hôtel auprès d'Expedia. Donc ni une ni deux, on appelle Expedia. Expedia qui nous dit c'est pas avec nous qu'il faut voir, c'est avec la compagnie. Bref, ils se renvoient chacun la balle. Un petit peu la balle. Bref, on va vous la faire simple. On s'est branché avec la compagnie, on s'est branché avec Expedia. On a été obligé, parce qu'il n'y avait pas d'autres vols qui repartaient sur Marseille le même jour, quelles que soient les compagnies. Donc on a été obligé de passer une nuit d'hôtel supplémentaire. Surtout qu'Expedia, en plus, je te coupe, excuse-moi, nous avait dit, écoutez, tant pis, trouvez un hôtel et puis on fera un petit geste commercial, éventuellement on vous en payera un bout, mais voilà, là ça nous a fait bondir. Donc alors on a pris effectivement une nuit d'hôtel, le lendemain on a repris un avion, donc on a raté une journée de travail, bref ça a été terrible, un enchaînement terrible. Et puis quand on est rentré, là on s'est dit maintenant à tête reposée, on va vraiment rediscuter un peu le bout de gras avec Expedia parce que c'est quand même pas normal, même si effectivement c'est la compagnie qui d'un seul coup de manière arbitraire avait annulé le vol, nous on avait quand même bel et bien acheté un package à Expedia, c'était notre seul interlocuteur. Ils n'ont jamais rien voulu savoir et puis à un moment on a eu un trait de génie, on s'est dit mais attends, tout ce package on l'a payé avec notre carte bancaire, on a peut-être droit à une assistance juridique. Donc ni une ni deux, on a appelé l'assistance juridique qui a effectivement fait le nécessaire très rapidement auprès d'Expedia. 2 jours après, non seulement Expedia nous avait remboursé, mais bien plus que le prix du package. Ce qui fait qu'en fait, on est parti pendant 4 jours à Barcelone gratuitement. Oui, parce qu'ils nous ont payé justement les dommages du fait qu'on n'avait pas travaillé tous les 2, donc le prix d'une journée de travail multiplié par 2, enfin bref. Moralité, on a été gagnant. Voilà. Mais bon, ne jamais se laisser faire parce que effectivement, c'est trop facile. Ils pensent toujours que les gens ne vont pas aller au-delà et que donc voilà, insister dans ces cas-là. Et puis surtout, pensez toujours quand vous réglez avec votre carte bancaire que vous avez droit à une assistance juridique. Ça marche, on en est les preuves vivantes. C'est vrai. Maintenant, on va vous parler de 2005. On part aux États-Unis avec nos 3 enfants et la destination finale, c'est d'aller se balader en Floride. Donc, on monte dans notre avion, tout se passe très bien. Et puis, au bout d'1 heure de vol,
une hôtesse vient nous voir en nous disant vous êtes 5, là toute la famille, on va vous mettre en première classe parce que comme on avait un transit en fait et que le vol avait un petit peu de retard, ils avaient peur qu'on ne puisse pas prendre notre correspondance, donc il fallait qu'on descende les premiers. Correspondance à Washington. À Washington, voilà. Donc on termine notre voyage en première classe avec nos 3 doudous. Arrivé donc à Washington, une hôtesse nous prend en charge. On court un petit peu dans les couloirs de l'aéroport et on arrive à la douane. Et là, notre fils qui à l'époque avait 8 ans, avait une petite boîte, sans la nommer, une petite boîte qu'il avait trouvée dans un Happy Meal McDo, c'était une espèce de boîte à musique, donc qu'il avait pendue à sa ceinture. Donc le douanier commence à regarder ça, bref, ça lui plaît pas du tout, donc il décide de l'emmener dans une pièce à part pour le fouiller, donc on lui explique, c'est marqué McDo, enfin bref, il veut rien entendre. Donc moi je demande d'aller avec lui, le douanier refuse, je trouve pas ça très normal, en plus il était mineur, il était jeune en plus, il avait un peu peur, mais bon, il n'a pas voulu. Entre-temps, un autre douanier se retourne vers notre grande fille aînée qui avait 15 ans à l'époque et qui était un petit peu... un peu grunge, baggy, enfin un peu... voilà. Et il lui dit, allez hop, à la fouille. Alors pareil, moi je veux aller avec elle. Non, il n'en est pas question. On avait un peu la haine quand même parce que, voilà. On devait avoir des têtes de terroristes ou de drogués. Ouais, surtout nos enfants, quoi, je sais pas, mais bon. Bref, de fil en aiguille, ça a tellement traîné, tout ça. Ils ont été fouillés, etc. Et en fait, l'avion qu'on devait prendre et où tout avait été mis en place pour qu'on puisse justement le prendre, on l'a raté. Donc, moralité, nous voilà bloqués tous les 5 à Washington pour essayer de retrouver un vol qui partirait sur Orlando. À cette époque de l'année, les vols étaient bondés. Donc, puis en plus, on était 5, donc il fallait trouver 5 places de libre. Trouver une place, ça va, 5, c'était pas facile. Bon, toujours est-il qu'à un moment, à force d'insister auprès des hôtesses, etc., ils nous ont trouvé un vol dans un avion où il y avait bien 5 places, mais dispatchés un petit peu partout dans l'avion. Mais bon, on a attendu 8 heures au moins à l'aéroport. On a arrêté pas loin de 8 heures à l'aéroport. Super. Moralité, méfiez-vous des douaniers américains, ils sont vraiment très pointilleux. Ah oui, donc déjà, faut pas... Vous avez beau leur dire que vous allez rater votre correspondance, ils n'ont rien à faire. Donc voilà, c'est fin de cette anecdote. Maintenant, c'était pas un mauvais souvenir non plus. Mais non. Un peu long quand même, 8 heures dans l'aéroport de Washington. Août 1995, en Islande. On part tous les deux faire le tour de l'Islande et on décide en fait de camper un peu partout, mais pour pouvoir se bouger, pour ne pas être tributaire de transports locaux ou de transports en commun, on loue une voiture. À l'époque, on n'est pas très fortuné, donc on loue pas un 4x4, mais bon, une petite voiture normale. Et puis on se balade en Islande en essayant de rouler tant bien que mal sur les pistes, et puis des fois de se faire un peu aider pour certains passages de guet par des gens en 4x4. Bref, notre voyage se passe bien. Et je conduis pratiquement l'essentiel du voyage, comme d'hab. Et puis à un moment, Patricia me dit, allez, maintenant je vais prendre un peu le volant. Je te soulage. Je te soulage. Parce qu'il faut dire qu'elle aime bien conduire, mais elle ne conduit jamais. Moi j'adore ça pourtant. Toujours est-il qu'elle prend le volant. Et là je me régale. Des pistes super, et là je roule, je suis comme une folle. Je trouve ça super, je me dis, mais pourquoi j'ai pas pris le volant avant? Et puis à un moment, je vois derrière un gyrophare et tout, et là je dis à Thierry, je vais me garer sur le côté parce qu'il y a une ambulance, donc je vais la laisser passer. Donc je me gare sur le côté, tranquille, je ralentis parce que je roulais vite quand même. Je me gare sur le côté et puis là, la voiture, l'ambulance se gare à côté de nous, et en fait c'est pas une ambulance mais c'est la police. Donc
Ils commencent à discuter. Bref, l'Islandais, nous, on n'y comprend rien. Ils parlaient pas très très bien l'anglais. Ouais, on avait du mal à se comprendre. Bref, Bon, toujours est-il on a compris que tu roulais trop vite quand même. on a compris que je roulais un peu à 140 et que c'était pas bien. Donc, ils m'ont chargé dans leur voiture. Moi, et j'ai puis, suivi. Toi, tu as suivi. Et puis, ils m'ont embarqué au poste à Akureyri, Ouais, la ville la plus proche. Mais bon, il y avait quand même un paquet de kilomètres. Et puis, c'est pas vraiment là où on avait envie d'aller. Mais bon, voilà. Et donc, moi, je suivais en me demandant ce qui allait se passer. Et puis, on est arrivé là-bas. Ils m'ont dressé un magnifique procès-verbal. Et puis, au bout d'un moment, on a pu repartir, quoi. Oui, on a pu repartir, quoi. Ils nous ont quand même mis un sacré coup de flûte. Ah oui, là moi surtout, qu'il fallait rouler doucement, qu'il y avait des moutons partout et que. Et c'est vrai que moi j'étais un peu grisée, là, je m'étais piquée au jeu, je trouvais ça génial. Encore une fois, donc de bons rapports avec la police. Bon, voilà. Mais ceci dit, je n'ai jamais reçu le procès-verbal en fait. On l'a jamais reçu, donc voilà. Bon, voilà. Merci des policiers islandais. Ceci dit, allez faire un tour en Islande, c'est un pays magnifique. C'est magnifique, allez-y vraiment. Alors nous sommes en début avril 97. On décide de partir dans l'Ouest américain, donc juste avec des sacs à dos, une tente et voilà quoi. Donc on arrive, je ne sais pas où on atterrit d'ailleurs, à Las Vegas, enfin bref. Et puis nous voilà partis, où on loue une voiture. Une voiture quand même. Voilà. Donc on fait tout notre périple, enfin tout se passe bien. Vas-y, continue, raconte. Alors, il faut dire que déjà il y a un paramètre qu'on n'avait pas du tout pris en compte, c'est que tous les grands parcs américains de l'Ouest sont à des altitudes qui sont conséquentes, souvent à plus de 2000 mètres d'altitude. Et on est début avril. Et en avril, il fait encore très froid et il y a encore souvent de la neige. Et certaines routes d'ailleurs sont encore barrées. Oui, bien sûr. Toujours est-il que donc on arrive dans un parc qui s'appelle Canyonland. Et là, on plante notre tente dans un site qui est extraordinaire. Canyonland, c'est vraiment fantastique. Et on passe la nuit comme des Indiens en fait. Alors en plus c'est une petite tente sarcophage, quoi, le truc tout petit quoi. La tente de montagne quoi en fait. Donc on passe cette nuit dans cet endroit qui est extraordinaire et on se caille pendant la nuit, horrible. C'était abominable. Et dans la nuit on avait entendu une voiture roulait à côté de nous, quoi, un véhicule qui s'était garé pas très loin de notre tente. Bon c'est tout quoi, donc il ne nous a pas dérangé pendant la nuit. Mais toujours est-il qu'au petit matin, ça gratte sur la toile de notre tente, et là on ouvre le zip et on se trouve nez à nez avec un monsieur, c'était le fameux conducteur de la voiture, ou du moins c'était un camping-car d'ailleurs. Énorme camping-car, une maison. Qui s'était garé à côté de nous, qui venait d'entendre à la radio que la nuit qui venait de se passer, il avait fait moins 14. Et nous, on était dans notre tente. On a compris pourquoi on a vu très froid. Et gentiment, le monsieur nous apportait en fait des gros mugs de café chaud parce qu'il s'était dit les gens qui sont dans cette tente ont dû se peler de froid pendant toute la nuit. Adorable. Donc déjà, l'anecdote, c'est que encore une fois, on a trouvé que les ricains étaient assez sympas parce que rien ne l'obligeait à venir au secours de rigolo. Complètement. Mais alors, il y a la suite de l'anecdote, c'est que le café a été très bon, très chaud, mais il n'a pas suffi pour nous réchauffer. On était vraiment glacés jusqu'aux os. Donc, ce qu'on a fait une fois qu'on a eu terminé notre café, on a sauté dans notre voiture en laissant la tente. On a tout laissé comme ça, en plan. On a roulé au moins pendant 100 bornes pour faire bien chauffer la voiture et bien nous réchauffer avant de revenir récupérer tout notre matos qui était resté au bord de cette falaise près de Canyonland. Donc voilà quoi, c'est une anecdote qui dit que quand on fait des voyages, il faut quand même un peu les préparer et savoir à quel temps, à quelle météo on risque de s'exposer. Ouais, c'est un super bon souvenir quand même. Un bon souvenir. Avril 2009 en Tunisie, donc on est parti avec 2 de nos 3 enfants. On avait loué une voiture pour faire tout un périple en 15 jours. Donc tout le périple se déroule bien, on se balade. Super. On se balade donc dans ce pays qui est vraiment sympa, quoi, avec les enfants, quoi. Bref, on passe vraiment un bon moment. Et puis arrive la veille du départ, donc là on avait réservé juste une nuit d'hôtel
à Tunis pour la veille du départ. Donc on se pointe, on garde notre voiture, on passe la nuit dans l'hôtel, tout se passe bien. Et puis le lendemain matin, branle-bas de combat, tout le monde fait ses bagages. Et puis on va pour reprendre la voiture pour partir à l'aéroport. Et là, plus de voiture. La voiture avait disparu. Alors au début on se dit attends, on s'est peut-être trompé, c'était peut-être pas dans cette rue. C'était la nuit en plus, on est arrivé de nuit, donc on s'est dit on a dû se tromper de rue, on est garé la rue d'à côté, enfin bref. Et puis non, en fait on s'était pas trompé du tout, la voiture avait bel et bien disparu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un truc bête, on était effectivement arrivé de nuit, on n'a pas fait gaffe, c'était un endroit où il était interdit de stationner. À la limite ça fleurait un peu le piège quand on y a pensé par la suite. Donc endroit interdit de stationner et la voiture avait été embarquée par la fourrière. Donc rapidement, comme par hasard, un type s'est proposé pour nous aider à retrouver notre véhicule. Il connaissait la fourrière où elle devait être stationnée. Bref, il m'a emmené là-bas. Moyennant finance, on a récupéré la voiture. On lui a un peu graissé la patte aussi à lui. Et voilà. Et puis, on a pu repartir. Mais on était un peu limite parce qu'on était un peu pressé. Là, on avait notre vol, on a failli le rater d'ailleurs. On a vraiment failli rater le vol à quelques minutes près à cause de cette anecdote. Mais bon, tout est bien qui finit bien. On a récupéré notre véhicule à la fourrière de Tunis. Alors, novembre 89. On décide de traverser le Sahara. Oui. Voilà. Par contre, notre périple va s'arrêter dans le sud algérien, dans les alentours de Tamanrasset. Alors oui, effectivement. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 88, on avait fait une grande boucle saharienne avec mon frère en moto. Et on s'était dit, ça serait sympa d'aller un peu plus loin l'année d'après. Et donc là, on se retrouve effectivement en 89. Donc nous, on est dans un combi Volkswagen Synchro. Et mon frère, lui, repart en moto avec une Africa Twin. Donc le début du voyage se passe pas mal. On descend donc doucement par le Maroc. Et puis après, on enchaîne par l'Algérie où on pouvait encore se balader pas mal à l'époque. Et puis arrivé dans le sud, du côté de Tamanrasset, donc là on est carrément dans le Hogar, on décide de monter dans le massif de la Sécrème pour aller voir le refuge du père de Foucault, un endroit époustouflant, bref, très très beau. Et là, on ne sait pas ce qui se passe, mon frère tombe malade. On est au refuge, donc on est à 2800 mètres d'altitude, en plein désert, et il se tord de douleur. Ah oui, vraiment. Donc on se demande ce qui se passe. Bref, il avait du mal à décrire les douleurs qu'il avait. Visiblement, il souffrait beaucoup. Donc on dit, on ne peut pas rester comme ça, on se débrouille. Patricia prend le camion pour redescendre vers Tamanrasset. Moi, je prends la moto de mon frère, on redescend sur Tamanrasset. Et là, on essaye de trouver On trouve un hôtel à Tamanrasset, où on se dit, on va se poser quelques temps, le temps que ça aille mieux. Et puis, en fait, la situation empire. C'est de mal en pire. Donc, à un moment, je me dis, on ne peut pas rester comme ça, on va se débrouiller. Il faut absolument qu'on arrive à le faire rapatrier en France. Puis alors en 89, pardon, je vous explique même pas, c'est il n'y avait pas de téléphone hyper portable, compliqué, bref. Dans l'hôtel, je me rappelle, il y avait un téléphone dans la chambre, on pouvait toujours le décrocher, le fil était sectionné, donc voilà. Donc c'était pas facile. Mais à un moment, je finis en discutant avec les employés, ils me montrent une pièce dans laquelle il y a un Telex. Donc le Telex, c'est vraiment le truc de l'ancêtre. Bref, je réussis à rentrer en relation avec l'assurance de mon frangin. Ça dure une éternité les échanges par Telex parce que moi je leur décris certains symptômes, ils voient ça avec leur médecin conseil, ça revient Bref, ça a été terrible et toujours est-il que de fil en aiguille, l'assurance accepte de le faire rapatrier sanitaire. Donc un petit matin, un gars de l'hôtel vient frapper à la porte de notre chambre en nous disant l'avion vient d'arriver, il faut aller amener votre frère à l'aéroport. Donc on part tous les trois en pleine nuit, on arrive à l'aéroport de Tamanrasset, c'est glauque, il y a des bidas avec des kalachnikovs partout. Bref, c'était vraiment glauque à fait. Il monte dans l'avion, il part en France. Et nous, on se retrouve plus que tous les deux,
sans avoir de nouvelles, parce que encore une fois, pas de téléphone portable, oui. quoi, c'était pas possible. Et puis surtout, on se retrouve avec 2 véhicules, quoi, avec le Volkswagen et puis sa moto. Hein. Toujours est-il que la moto, elle était garée dans un coin de l'hôtel. Il y avait un type, une sorte de gardien qui se baladait régulièrement. Il était magnifique, c'était un grand Touareg avec un sabre qui pendait. Quoi, Ah, trop beau. et donc l'assurance me dit, on va se débrouiller pour faire revenir la moto en France. On viendra la chercher d'ici 1 mois. Moi je me dis 1 mois, mais il n'y aura plus de moto. Quoi. Elle va être désossée. Quoi, toujours est-il que donc j'ai été voir ce grand Touareg, je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il garde la moto, on lui a vraiment graissé la patte. Surtout pour lui. Voilà, parce que, pour lui c'était pas mal. Et puis nous on a fait notre voyage de retour et puis 15 jours après on était de nouveau en France où mon frère avait été opéré, quoi. Bref, il allait mieux, etc. Et puis on a attendu la moto en disant la moto on la verra plus jamais, quoi. Et puis en fait 1 mois après elle est arrivée en France. Nickel. Elle était intacte. Hein. Nickel. Donc voilà. Bravo le Touareg. Bravo le Touareg. Et puis encore une expérience qui sur le moment ne nous a pas fait rire, mais enrichissante quand même. Et on se dit que dans les galères, souvent on rencontre les bonnes personnes. Exactement. Et ça c'est génial. Donc voilà, c'était notre dernière anecdote de voyage. Alors, on en a eu d'autres, bien sûr, des anecdotes, mais on ne va pas toutes vous les donner aujourd'hui. Hein. Non. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez-nous les petits pouces. Comme d'hab, abonnez-vous, l'abonnement, les notifications, la petite cloche. Et puis surtout, nous on vous a fait part de nos anecdotes, mais vous devez en avoir aussi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous en raconter, parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont croustillantes. Hein. Merci. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle sortie du cadre. Au revoir.